Cette émission vous est présentée par la Fondation Matete, une référence dans la lutte contre l'infertilité au Congo. Urgence Santé vous fait gagner en santé. De nouveau avec vous ce soir dans ce numéro intitulé « Troubles du langage chez l'enfant », une thématique méconnue du grand public. Pourtant, beaucoup d'enfants en sont victimes et les parents demeurent ignorants. Et bien, c'est pour en parler que nous avons sur ce plateau le docteur Christelle Losambo-Oko, neurologue et neuropédiatre à l'hôpital général de Luandili. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Aider les couples à réaliser leur rêve de devenir parents, c'est notre mission à la Fondation Matete. Grâce à nos soins personnalisés et à nos experts en fertilité, nous transformons l'espoir en réalité. Nos services incluent le diagnostic et traitement de l'infertilité masculine et féminine, la congélation des ovocytes, spermatozoïdes et embryons, des conseils en reproduction et un soutien émotionnel personnalisé. À la Fondation Matete, nous donnons le sourire au couple. Nous sommes situés sur la 133e avenue Gascon, Château d'Eau, Brazzaville, République du Congo. Pour tout contact, appelez-nous au 06 979 13 78 05 033 55 55 06 651 51 51. À la Fondation Matete, votre santé est notre priorité. Docteur Christelle Losambo-Oko, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci beaucoup, Madame la présentatrice. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau pour parler de ce sujet assez préoccupant pour la société. Nous entrons donc dans le vif de notre entretien. Il s'agit des troubles du langage chez l'enfant. Que comprendre par ce concept et quels sont les aspects du langage touchés par ce trouble? Pour commencer, le langage est une expression de la pensée, de l'affect et de la communication qui s'exprime soit par l'écriture, on parle du langage écrit, ou soit par la parole, par du langage oral. Et le langage est un processus d'acquisition perpétuelle qui prend en compte plusieurs fonctions cognitives. Donc, on entend par la cognition, la mémoire, l'apprentissage, l'intelligence. Et le langage a deux versants. Il y a le versant compréhensif et le versant expressif. Le versant expressif... Oui, vous commencez par l'expressif. Oui, se manifeste par la parole, l'émotion et le gestuel. Donc, les sons. Non seulement le son, le gestuel aussi. Le gestuel aussi accompagne. Oui, accompagne le langage et l'émotion. Et le versant compréhensif, la compréhension des mots et des gestes. Et le terme, comme vous le dites, trouble du langage, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs entités, à savoir le retard de langage simple, qui est rapidement et facilement rattrapable, et les dysphasies. Les dysphasies, ce sont des enfants qui sont intellectuellement normaux, sans troubles comportementaux et sans troubles neurosensoriels. Donc, ce sont des enfants qui entendent bien, qui réagissent, qui ont toutes leurs capacités intellectuelles en place, mais ils ont plutôt du mal à s'exprimer correctement. Juste au niveau, donc le trouble intervient juste au niveau de l'expression. Oui, juste au niveau de l'expression. Ensuite, nous avons les troubles du langage dans le cadre du trouble neurodéveloppemental. Là, dans ce lot, nous avons par exemple la déficience intellectuelle. Dans la déficience intellectuelle, le trouble du langage s'intègre dans le cadre d'une déficience cognitive globale. J'ai parlé de la cognition au départ. Donc, l'enfant, en plus d'avoir un retard du langage, il a aussi un retard partout. Que ce soit au niveau de son intelligence, il peut avoir 10 ans, il a peut-être l'intelligence d'un enfant de 2 ans, il a du mal un peu partout. Toujours dans le neurodéveloppemental, nous avons l'autisme. Dans l'autisme... l'autisme fait partie des troubles, des troubles, comment vous l'avez dit? Dans le trouble neurodéveloppemental. Donc, voilà, les troubles neurodéveloppementaux. Oui. Dans le trouble neurodéveloppemental, nous avons la déficience intellectuelle et l'autisme. Donc, dans l'autisme, il n'y a pas seulement le retard du langage, il y a aussi une absence, une pauvreté
des interactions et des tics, comme on dit, hein, qui sont appelés des stéréotypies. Donc, c'est un enfant, non seulement qu'il ne parle pas, mais il est dans son monde. Il ne joue pas avec ses pairs, vous lui parlez, il ne vous suit pas. Il est comme évasif. Oui, il vous suit à peine, il ne vous regarde pas dans les yeux ou juste pendant quelques secondes. Il est dans sa bulle, dans son cancan. Et... Oui, rapidement. Et il est dans son monde, même ce que les autres mangent, lui ne mange pas. Et voilà, et il fait souvent des gestes, il a une manière à laquelle il range ses jouets, et c'est ça. Et nous avons les aphasies. Les aphasies, on entend par aphasie un trouble de langage parlé ou bien compréhensif, mais là, qui ne concerne que les personnes ayant acquis déjà le langage. Donc, un enfant de moins de 3 ans, on ne peut pas parler d'aphasie parce qu'à 3 ans, on n'a pas encore acquis son langage. L'enfant balbutie encore, il cherche les mots. Complètement. Voilà. Mais de façon concrète, qu'est-ce qui peut attirer l'attention d'un parent pour dire qu'évidemment, mon enfant a un trouble de langage, a ceci, a cela? D'accord. Comme je vous l'ai déjà dit au début, que le langage, il n'est pas seulement oral, ne se manifeste pas seulement par la parole, mais aussi par le gestuel, par l'émotion et tout. Donc là, pour répondre à cette question, je vais parler de grandes étapes du développement du langage chez l'enfant. Lorsque l'enfant naît, les 3 premiers mois, l'enfant crie, il pleure de manière anarchique. Et tous les enfants du monde entier crient de la même façon. De la même façon. Oui, on appelle ça stade de vocalisation universelle. Parce que c'est tous les enfants du monde entier qui crient de la même manière. À partir de 3 mois, l'enfant fait déjà des gazouillis. L'enfant gazouille. Oui. Il y a des petits sons, il émet des petits sons. Il émet des petits sons. Il peut même avoir une conversation comme vous et moi avec l'adulte en émettant des sons, des gazouillis. Et à 5 mois, l'enfant commence déjà à imiter non seulement les sons, mais il peut aussi imiter les mouvements des lèvres de l'adulte. Et à partir de 7 mois, l'enfant commence à émettre des sons de babillage. Ba, 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 pa, pa. Papa, maman. Il y a d'abord le babillage canonique, donc ba, 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 pa, pa. Mais il faut savoir qu'il y a certains sons qui sont plus faciles à émettre par l'enfant que d'autres. Si bien qu'il y a certains enfants qui commencent à appeler pa avant maman. Avant maman. Oui, donc papa. Et d'autres, c'est maman avant papa. Non, le plus souvent, c'est papa avant maman parce que papa est plus facile à prononcer, émettre, voilà. Oui, par l'enfant que papa. Maman. Maman. Et baba est plus facile que nana, par exemple. Après le stade de babillage canonique, il y a le stade de babillage syllabique. Donc, le babillage de l'enfant sera maintenant influencé par la langue à laquelle l'enfant est exposé. À partir de 9 mois, l'enfant peut pointer du doigt. Donc, l'étape du pointage et de l'attention conjointe. Donc, l'enfant peut pointer du doigt ce qu'il veut. Par exemple, il veut que vous lui donnez ce panier, il va pointer du doigt le panier qu'il veut. Et vous lui parlez, il comprend, il vous suit, il réagit. Il réagit. Vous pouvez dire non, il peut comprendre. À 12 mois, tout enfant doit déjà émettre son premier mot. Donc, c'est à 12 mois. Oui, à 12 mois, il peut déjà émettre le premier mot. Et entre 12 et 18, il y en a qui le font plus tôt, hein, et, qui ont commencé 7 mois, 8 mois, 9 mois. 9 mois et tout. Même s'il y a un petit décalage de 2 ou 3 mois, il n'y a pas de problème. Et entre 12 et 18 mois, l'enfant doit commencer à combiner. Il a un petit vocabulaire de moins de 50 mots comme ça, qu'il peut combiner à sa manière. Maman donne et tout. Et à partir de 2 ans, il peut construire déjà des phrases. Sans articles. Et à 3 ans, tout enfant doit être compris par une tierce personne, même une personne qui n'est pas de la... À 3 ans? Oui. Une personne qui n'est pas de la famille doit comprendre ce que l'enfant dit. L'enfant dit, l'enfant veut. Oui. Donc,
Il peut y avoir un décalage de 2 à 3 mois, mais au-delà, ça devrait déjà inquiéter les parents. Donc, 1, 2, 3 mois, on peut accepter sans se méprendre, sans stresser l'enfant aussi, mais au-delà... au-delà de 3 ans, ça devrait inquiéter. Non. Je dis, suivant les étapes du développement, ce que j'ai dit. Donc, un enfant de 3 mois, un enfant de 5 mois qui n'a pas de gazouillis déjà, ça doit inquiéter les parents. Ça doit inquiéter les parents. Un enfant de 16 mois qui n'a jamais émis le premier mot, ça doit inquiéter les parents. Un enfant de 3 ans qui n'est pas capable de bien formuler ses phrases, ou de se faire comprendre. Et qui ne peut pas se faire comprendre par son entourage. Une tierce personne. Bon, quand je parle de l'entourage, ce n'est pas toujours familier. Une tierce personne, donc une personne qui n'est pas, parce qu'à 3 ans, il parle déjà, il doit commencer à parler comme un adulte. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces troubles du langage? Les causes de ces troubles de langage sont nombreux, mais nous allons les classer en 2 grands groupes. Comme nous avons dit précédemment, concernant les troubles neurodéveloppementaux, donc ça se passe avant la naissance, donc pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Oui. Là, ça se passe pendant le développement du fœtus voilà. Et tout. Et le trouble de langage acquis, c'est après la naissance. Donc, ça peut être, par exemple, la prématurité, la géminarité, donc les prématurés et les jumeaux. Les jumeaux aussi? Oui, ils sont souvent sujets aux troubles du langage, mais pas tous. Pas tous, oui. Oui, il y a des maladies telles que l'épilepsie, certaines maladies neurologiques, les enfants où les accouchements ont été difficiles. Les enfants nés par forceps? Oui, par forceps, ou une césarienne retardée, par exemple. Les enfants qui ont souffert pendant les premiers jours de leur vie, les premiers mois de leur vie. Il y a aussi d'autres facteurs socio-culturels, tels que la carence de stimulation. Bien entendu, si un enfant reste sur place, sur sa chaise, vous ne lui parlez pas, vous ne le prenez pas entre vos bras, ce n'est pas un enfant qui va facilement développer son langage. Donc, vous voulez dire, docteur, qu'un enfant doit être stimulé. Oui. Les parents à la maison devraient converser avec les enfants, peu importe l'âge de l'enfant. Depuis la naissance, dès le premier jour. Dès le premier jour. Le langage commence dès le premier jour, depuis même le 7e mois de la grossesse. Le langage commence. Depuis que l'enfant est dans le sein maternel? Oui, à partir du 7e mois de la grossesse, l'enfant entend déjà des sons. Il peut reconnaître déjà le son maternel, par exemple. Et donc, la maman, une maman qui est enceinte, peut tout le temps s'adresser à son bébé. Son enfant, voilà, qu'elle ne voit pas qui est dans son ventre. Oui. Et donc, vraiment, il faudrait stimuler les enfants. Et puis, il faut vraiment... La qualité des échanges. Les échanges vraiment doivent... Vous prenez l'enfant, vous le regardez dans les yeux, vous lui faites des câlins. Tout ça, c'est très important. Et je devrais même commencer par là. Les écrans sont vraiment un danger actuel. Un facteur de risque. Qui est à l'origine souvent des troubles du langage chez les enfants. Mais pourtant, un enfant qui est exposé aux écrans, c'est un enfant qui était censé être éveillé, parce que vous avez des dessins animés, il y a le langage qui est bien exprimé, et l'enfant, en suivant, peut s'adapter facilement. Bien au contraire. Bien au contraire, docteur. Oui, l'enfant, en tout cas, la cognition de l'enfant se développe en 3D. Alors que la en 3D? Oui, donc dans l'interaction avec ses pairs. Ce n'est pas la télévision. La télévision, il répète souvent sans comprendre. Vous allez voir que... Donc, à la télévision, suivant la télé, l'enfant répète sans comprendre. Sans comprendre. Alors que quand il est avec vous, il sait, vous lui dites, donne-moi le verre. Il sait que ça, j'apporte le verre. Et là, il peut réciter le verre. Et il y a le feedback. Vous parlez, il vous répond, et ainsi de suite. C'est ça. Alors, docteur, est-ce qu'on peut parler de l'hérédité dans ce cas échéant? Je vais prendre un exemple. Bien sûr. Vous répondez déjà? Bien sûr. Il y a aussi l'hérédité. Il y a des familles, quand j'ai parlé de neurodéveloppemental, là, il y a des familles, par exemple, des gens qui parlent tardivement par rapport à d'autres familles, comme des familles qui parlent précocement par rapport à d'autres. Il y a un aspect qu'on n'a pas souligné, je voudrais quand même l'aborder ici, le bégaiement.
allons-nous l'insérer dans ce type de trouble ou bien c'est une pathologie hors différente? D'accord, merci beaucoup. Le bégaiement, en fait, ce n'est pas un trouble du langage. Ah, ce n'est pas un trouble du langage? Oui, contrairement à ce que les gens pensent, le bégaiement, ce n'est pas un trouble du langage. Le bégaiement, c'est plutôt un trouble phonatoire. Donc, c'est un trouble phonatoire? Oui, des appareils qui s'occupent de la phonation, de la prononciation et tout. Donc, ça ne fait pas partie, ce n'est pas un problème neurologique. C'est plus les ORL. Et c'est vrai que le neurologue intervient, le neuropsychologue intervient que quand il y a un facteur psychologique qui est vraiment au devant de la scène. C'est vrai que le stress, l'hypostimulation peut enfoncer l'enfant dans le bégaiement, mais le bégaiement, ce n'est pas un trouble du langage. Ce n'est pas un trouble de langage. Nous évoluons dans notre entretien. Docteur, quels sont les impacts de ces troubles sur le vécu de l'enfant? C'est-à-dire qu'un enfant doit aller à l'école, un enfant, vous l'avez dit, doit converser avec ses parents. Alors, de façon quotidienne, quels sont les impacts? Souvent, les enfants qui ne s'expriment pas bien, ils sont souvent sujets à des moqueries et ils s'arrivent souvent à se renfermer sur eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Parfois, ils veulent dire quelque chose, ils ne s'expriment pas. Donc, ce sont des enfants qui auront des troubles d'estime de soi. Et ils ne pourront... manques de confiance en soi. Oui. Ils ne pourront même pas s'affirmer. Et sachant que le langage est le socle de la socialisation, ils auront aussi des problèmes d'adaptation sociale et plus tard même d'insertion professionnelle. Et puis, un enfant qui ne parle pas bien ne peut pas bien comprendre les consignes et il aura des troubles d'apprentissage à l'école. Donc, il aura non seulement des problèmes en orthographe, dictée, mais aussi il aura des problèmes pour résoudre ces problèmes mathématiques. Et bien évidemment, un enfant qui ne s'exprime pas bien, il sait qu'il est mal compris par l'entourage, il n'a qu'une seule manière de bien s'exprimer, c'est dans la colère. Dans la colère. Et ce sont souvent des enfants qui ont des troubles comportementaux. Voilà. Ils s'énervent, voilà, ils piquent des crises, ils crient à tout moment. Oui, oui. Et parfois, ils font même des dépressions. Et il y a la violence aussi qui intervient. C'est des enfants qui finissent par devenir violents. Oui, c'est tout ça les impacts. Alors, s'agissant du diagnostic, qu'est-ce qu'il faut pour poser ce diagnostic? Sur quels critères se baser ou se fonder? Si nous pouvons repartir sur les grandes étapes du développement du langage. Nous avons vu que l'enfant, les parents peuvent déjà être alertés. Une fois que les parents ont remarqué des signes d'alerte, ils doivent se rendre dans un hôpital, voir un personnel médical, donc un médecin. Ça peut être un pédiatre, ça peut être un neuropédiatre, qui par la suite va examiner l'enfant. Après avoir examiné l'enfant, il va demander des bilans en fonction des signes retrouvés chez l'enfant. Donc, ce que nous constatons, docteur, c'est que beaucoup, très souvent, les parents abandonnent ces genres d'enfants. Ils se disent, mais bon, passez-moi l'expression, c'est un idiot, c'est un enfant qui a un retard mental. Et l'enfant est abandonné, on ne court pas vers l'hôpital. Et pour d'autres encore, c'est aller voir des charlatans, c'est parler, incriminer la sorcellerie. Docteur, vous êtes pédiatre, un mot à propos. Un enfant, quand il ne parle pas bien ou a des difficultés à l'école, ce n'est pas de sa faute. C'est un enfant qui est malade. Les parents doivent l'accompagner, doivent l'emmener à l'hôpital. Ils doivent consulter. Et après la consultation, il y a plein d'examens qui vont se faire, plein de bilans qui vont se faire. Mais le bilan indispensable, c'est l'évaluation de l'audition. Donc, tout enfant qui parle mal ou qui ne parle pas doit être vu par un médecin ORL. Donc, il doit évaluer l'audition. Ne dites pas, oui, tout à l'heure, je lui ai parlé, il a compris. Parfois, il n'entend pas bien, il ne comprend pas bien. Donc, il peut avoir des bouchons d'oreille, il peut avoir une otite. Ce n'est pas toujours vraiment la surdité. Voilà. Il peut y avoir d'autres causes, il peut y avoir d'autres facteurs. D'autres facteurs que nous avons cités. Et
après, il y aura une prise en charge. Alors, puisque vous parlez déjà de la prise en charge, qu'est-ce qu'il sait de savoir à propos? Concernant la prise en charge, je vais quand même aller à compte courant sur ce qui se fait actuellement je vous en prie. au pays. Et la prise en charge d'un enfant qui a un trouble du langage, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Quelles que soient les compétences d'un acteur de santé, il ne peut pas prendre en charge un enfant qui a un trouble du langage tout seul. Il y a d'abord les neuropédiatres, qui interviennent, les pédopsychiatres et les pédiatres qui interviennent sur le volet médical. Ensuite, il y a un neuropsychologue qui évalue les limites et les capacités de l'enfant. Ensuite, il va proposer des méthodes de remédiation et ces dernières seront prises en charge par des psychologues d'enfants. Et entre-temps, les orthophonistes vont faire la rééducation orthophonique et il y a des éducateurs spécialisés qui vont mettre en place les méthodes de pédagogie adaptées aux compétences de l'enfant. Nous avons les ergothérapeutes qui vont réaménager le milieu scolaire, familial de l'enfant. Par exemple, un enfant autiste qui ne sait pas, bon, il doit aller aux toilettes et tout. L'ergothérapeute peut passer, il peut mettre en quelque sorte des dessins pour lui montrer que voilà, ça sont les toilettes. Quand tu vas aller aux toilettes, tu fais ça et au fur et à mesure, il va l'intégrer. On va parler en quelque sorte de dressage, hein? Oui, voilà, merci. Il va l'intégrer. Et puis, il y a des thérapeutes. Les thérapeutes aussi vont intervenir. Familiaux et systémiques. L'enfant doit être pris en charge avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Donc, une thérapie familiale et systémique doit s'imposer. Il y a aussi les psychomotriciens qui sont là, qui vont aider l'enfant à mieux se connaître personnellement et comment adapter son langage. Parce qu'il faudra apprendre à l'enfant à mieux se connaître, c'est très important. Oui, c'est très important parce que, par exemple, un enfant qui bouge à tout moment et tout, les psychomotriciens vont l'aider à se poser, à se calmer et tout. Bien connaître son schéma corporel. Moi, par contre, je voudrais revenir sur les orthophonistes. C'est vrai que vous êtes neuropédiatre. Les orthophonistes vont se focaliser sur quoi plus précisément? Les orthophonistes, c'est ce que je vous ai dit, ils vont se focaliser sur ce que le médecin et le neuropsychologue ont dit. Par exemple, un enfant, il va faire un bulletin pour dire, voilà, vous allez prendre bilan et rééducation orthophonique pour retard de langage, sur, par exemple, autisme. Évidemment, voilà. C'est de cette rééducation dont je parlais. Cette rééducation va consister à quoi? Est-ce qu'il faudra apprendre à l'enfant à écrire, s'agissant de l'écriture? Est-ce que c'est l'émission des sons? Cette rééducation va porter sur quoi exactement? Comme j'ai dit au début, il y a un langage oral et un langage écrit. Les deux vont de pair. Un enfant qui ne parle pas bien, ne peut pas bien écrire, il aura du mal à faire bien ses mathématiques. Donc, un enfant, il aura toujours, vous allez voir, on les appelle, les enfants 10, ils ont souvent des dyslexies. Des problèmes de lecture et dysorthographie, des problèmes avec l'orthographe, des dyscalculie, donc des problèmes de cognition mathématique. Donc, l'orthophonique va faire la rééducation pour tous ces aspects. Oui, pour tous ces aspects. Et n'oublions pas le parent. Le parent est l'acteur principal. Ce n'est pas un acteur de santé, mais c'est lui qui est l'acteur principal, aussi passif qu'actif. Le parent, chez l'enfant, lorsqu'on prend en charge un enfant, on doit inclure le parent. On doit lui expliquer tout ce qu'on fait
sur son enfant, pour son enfant. Et quelle devrait être sa contribution de façon au quotidien? Un parent qui a un enfant qui présente des troubles du langage, quelle devait être sa contribution? Je reviens sur ma question, docteur Christelle. Les parents aujourd'hui, ils sont comme démissionnaires. Quand vous avez un parent qui a un enfant qui présente les troubles du langage, peut-être pas tous les parents, mais beaucoup sont démissionnaires. Et c'est des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, c'est des enfants qui sont classés médiocres, en fait, qui ne comptent pas pour la famille. Quelle devrait être la contribution du parent? Et je vais jumeler à cette question la contribution de l'enseignant, parce que vous avez aussi des enfants qui sont victimes de discrimination dans des écoles. Le professeur ne le regarde pas, l'enseignant ne veut rien savoir, parce que pour lui, il se dit que c'est un enfant, il n'attend rien de cet enfant. Quelles sont les responsabilités de chacun? Merci beaucoup, madame. Et dans ce cas, le parent et l'enseignant, ils doivent arrêter de se culpabiliser et de culpabiliser l'enfant. Parce que l'enfant, si l'enfant ne parle pas, ce n'est pas de leur faute, ni la faute à l'enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils doivent aller à l'hôpital très tôt. Il faut éviter le cumul du retard. Parce que plus tôt la cause a été découverte, plus facilement on peut mettre en place les méthodes de compensation et les choses vont rentrer dans l'ordre. La prise en charge devrait être précoce. La prise en charge doit être précoce et éviter de comparer l'enfant. Ah oui, ça il faudra le souligner. Ça se passe surtout dans les écoles. Il y a même des maîtresses qui composent souvent des chansons pour des enfants qui ne travaillent pas bien, qui n'entendent pas bien, qui ne parlent pas bien. Ça, il faudrait éviter. Parce que c'est dangereux pour l'enfant. C'est très dangereux pour l'enfant. Ça enfonce de plus belle. Enfonce l'enfant. Même le peu qu'il a, il ne pourra pas le ressortir. Le rôle du parent et de l'enseignant, c'est de stimuler l'enfant. Ils doivent se mettre au niveau de l'enfant. Témoigner tout l'amour possible, toute l'attention. Et parfois même favoriser des relations duelles. Donc, le parent peut, même s'il a 10 enfants, il se met à côté de l'enfant qui a des problèmes de langage, à deux, rien qu'à deux, sans papa, sans grande sœur ou grand frère, qu'à deux, développer la relation duelle et ça lui permettra d'avoir plus confiance en soi. Oui. Alors, la dernière question, docteur, quel mot ou quel conseil, vous, en tant que neuropédiatre, est-ce que déjà sur ce plateau, vous pouvez rassurer au grand public que ces enfants sont rattrapables une fois que la prise en charge est précoce et peut-être un conseil à donner? Merci beaucoup, madame la présentatrice. Un conseil, des conseils à donner aux parents, c'est d'éviter les écrans. D'éviter les écrans. Revenez sur les écrans. Oui. Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran avant 3 ans. Oui. Quand je parle d'écran, c'est la télévision, le téléphone, la tablette. En tout cas, pas d'écran avant 3 ans. Et au-delà, il faudrait filtrer, donc savoir qu'est-ce que l'enfant, parce que tout ne doit pas être vu par l'enfant. Faire une censure, hein, une sorte de censure. Il faut surveiller ce que les enfants... Les programmes et tout. Il faudrait surveiller. Et lorsque l'enfant finit de suivre une émission ou quelque chose, un dessin animé, il faudrait discuter avec lui ce qu'il a été vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'est-ce qu'il a marqué? Et tout. Et il faudrait éviter de lui faire répéter les mots après vous. Par exemple, un enfant qui a l'habitude de dire « mange » au lieu de dire « mange », ça ne sert à rien de lui faire répéter les mots. Vous corrigez, vous dites les phrases telles qu'elles auraient été dites, vous les reformulez telles qu'elles auraient été dites, faisant signifier l'erreur, sans pourtant lui demander de répéter. Parce que l'enfant n'est pas fait pour vous répéter. Parfois, il a l'habitude même de vous agenouiller, de vous accroupir pour regarder votre enfant dans les yeux, lui parler directement. Parce qu'il va aussi voir les mouvements de vos lèvres et il va se mettre à articuler tel que vous articulez. Vous articulez. Et la langue, tout parent doit parler sa langue maternelle à l'enfant.
Si vous êtes Teke, vous parlez Teke à votre enfant. Vous êtes Vili, vous parlez Vili à votre enfant. Si vous êtes Lari, vous parlez Lari à votre enfant. Maintenant, si vous-même, vous ne maîtrisez pas votre langue, dans ce cas, vous lui parlez la langue que vous maîtrisez le mieux. Donc, ça ne sert à rien de parler français à votre enfant alors que vous-même, vous ne la maîtrisez pas. Et si vous la maîtrisez, parce que l'enfant, en allant à l'école, les parents se disent que quand l'enfant ira à l'école, eh bien, il ira parler français, il n'ira pas parler en Monukutuba, docteur, il n'ira pas parler en Teke. Donc, il faudra privilégier la langue utilisée par tout le monde. Déjà, un enfant qui maîtrise bien sa langue, il a la capacité de bien maîtriser d'autres langues. Un enfant donc, il faudra commencer par sa langue. En principe, c'est ça. Voilà. Mais comme nous avons inversé en fait, les priorités. Les choses, donc c'est difficile à rattraper. Mais ça, c'est un conseil pour les enfants qui ont déjà des problèmes. Et ça ne sert à rien, lorsque la langue n'est pas bien parlée, bien articulée, ce n'est pas productif pour un enfant qui a déjà des problèmes. Là, vous l'enfoncez de plus belle. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé pour nous parler des troubles du langage chez l'enfant. Il faut le reconnaître, c'est une thématique qui n'est pas bien connue du grand public, mais vous avez fait l'effort de nous éclairer là-dessus. En tout cas, Urgence Santé vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Urgence Santé, c'est complètement terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et comme nous aimons bien le dire, Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci et bonne suite de programme sur Lux Télévision. Cette émission vous est présentée par la Fondation Matete, une référence dans la lutte contre l'infertilité au Congo. Aider les couples à réaliser leur rêve de devenir parents, c'est notre mission à la Fondation Matete. Grâce à nos soins personnalisés et à nos experts en fertilité, nous transformons l'espoir en réalité. Nos services incluent le diagnostic et traitement de l'infertilité masculine et féminine, la congélation des ovocytes, spermatozoïdes et embryons, des conseils en reproduction et un soutien émotionnel personnalisé. À la Fondation Matete, nous donnons le sourire au couple. Nous sommes situés sur la 133e avenue Gascon, Château d'Eau, Brazzaville, République du Congo. Pour tout contact, appelez-nous au 06 979 13 78 05 033 55 55 06 651 51 51. À la Fondation Matete, votre santé est notre priorité.